Mali, le président réélu Ibrahim Boubacar Keïta a prêté serment ce mardi à Bamako pour un second mandat de 5 ans, une cérémonie durant laquelle il a défini la paix comme étant une priorité absolue de son quinquennat. En RDC, le MLC a appelé la Cour pénale internationale à mettre fin à la confusion qui règne autour de l'arrêt à la base de l'invalidation du dossier pour la présidentielle de son candidat, Jean-Pierre Bemba. Et puis l'Afrique du Sud a annoncé ce mardi un recul de son produit intérieur brut pour le second trimestre consécutif, une baisse qui place techniquement le pays en situation de récession pour la deuxième fois en 2 ans. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Mali, le président réélu Ibrahim Boubacar Keïta a prêté serment ce mardi à Bamako pour un second mandat de 5 ans, une cérémonie durant laquelle il a réaffirmé la paix comme étant une priorité absolue dans un pays toujours en proie aux attaques djihadistes, un pays où l'opposition conteste toujours sa victoire lors de la présidentielle. Voici les images. Pour 5 années de plus à la tête du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta a prêté serment devant la Cour suprême au cours d'une cérémonie au Palais de la Culture de Bamako, en présence des membres du gouvernement, du corps diplomatique et du public. La Cour constitutionnelle l'a proclamé le 20 août dernier vainqueur de la présidentielle avec 67,16% des suffrages au second tour contre 32,84% pour son rival Soumaïla Cissé. Dans son premier discours prononcé après son investiture, le président malien a affirmé placer le retour de la paix et de la sécurité au rang de priorité absolue. Le chef de l'État reconnaît que beaucoup reste à faire malgré les efforts de l'État dans la lutte contre l'insécurité dans le nord du pays. Ibrahim Boubacar Keïta a également tendu la main à tous ceux qui veulent que le Mali réussisse sans exclusive aucune, faisant allusion à l'opposition dont le principal chef Soumaïla Cissé n'a pas reconnu sa défaite. Ce dernier, qui dénonce des fraudes lors de la présidentielle, a encore appelé les Maliens à une mobilisation pacifique et non violente ce mardi pour défendre leurs droits démocratiques à la veille de l'investiture. En République démocratique du Congo, le MLC, parti de Jean-Pierre Bemba, a appelé la représentation de la Cour pénale internationale dans le pays à mettre fin à la confusion qui règne autour de l'arrêt, le condamnant pour subornation de témoins. Un arrêt qui est à la base de l'invalidation de sa candidature à la présidentielle du 23 décembre prochain. Reportage. La Cour constitutionnelle congolaise a confirmé lundi l'inéligibilité de Jean-Pierre Bemba à la présidentielle congolaise de décembre prochain en raison de sa condamnation pour subornation de témoins par la Cour pénale internationale. Selon la Cour constitutionnelle congolaise, la subornation de témoins est une circonstance aggravante dans l'infraction de corruption. Mais pour la secrétaire générale du mouvement de libération du Congo, Eve Bazaïba, il s'agit là d'une mauvaise interprétation des arrêts de la CPI pour écarter Jean-Pierre Bemba à l'élection présidentielle du 23 décembre. Dans une lettre adressée à la représentation de la CPI en République démocratique du Congo, le MLC a appelé l'institution à protéger l'intégrité du statut de Rome et à faire cesser la confusion sur fond d'un arrêt rendu et qui porte préjudice à son candidat. La secrétaire générale du parti demande à la représentante de la CPI d'appeler l'État congolais à se conformer aux prescrits du statut de Rome et à éviter de dénaturer cet instrument international en faisant des raccordements incohérents avec des dispositions du droit pénal congolais. Président du MLC, Jean-Pierre Bemba apparaissait comme un candidat sérieux de l'opposition à la succession du président Joseph Kabila. Au Nigeria, l'ancien vice-président Atiku Abubakar est candidat à l'élection présidentielle prévue en février 2019, mais il devra d'abord emporter la primaire du principal parti d'opposition, le PDP. En attendant, ce très riche entrepreneur se montre très critique à l'égard du bilan du président sortant Muhammadu Buhari et craint au passage que ce dernier refuse de quitter le pouvoir. On l'écoute.
J'ai senti que quelqu'un comme moi devait se présenter, quelqu'un d'expérimenté en politique, expérimenté en gouvernance, expérimenté dans les affaires pour tenter de restaurer et de ramener le pays sur la voie du développement économique ainsi que d'autres aspects de notre politique nationale. La priorité est à la fois économique et sécuritaire. Les deux sont liés. Si l'économie est mauvaise, la sécurité sera mauvaise. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons les deux, parce que l'économie est mauvaise et qu'il y a un chômage de masse, et donc il y a de l'insécurité. Buhari devra quitter le pouvoir s'il perd les élections, à moins qu'il veuille plonger le pays dans une crise politique, mais je ne pense pas qu'il veuille le faire. Mais jusqu'à présent, il a mal géré les processus électoraux, car il y a eu des violations graves et fondamentales de nos processus électoraux. À Madagascar, les coûts des campagnes électorales figurent parmi les plus chers de la planète. C'est ce qu'a révélé une récente enquête dont la publication a lancé le débat sur le financement des partis politiques. Un débat qui intervient à quelques semaines des élections générales. Une étude portant sur le budget des campagnes électorales sème le trouble à Madagascar. Financé par l'Union européenne, le rapport affirme que l'actuel président Eri aurait englouti 43 millions de dollars pour sa campagne victorieuse de 2013. Rapporté au nombre de voix qu'il a réunies, soit environ 2 millions, ces dépenses font de la présidentielle qui s'est déroulée il y a 5 ans sur la Grande Île le scrutin récent le plus onéreux au monde. Avec 21,50 $ dépensés pour chaque voix obtenue, l'actuel chef de l'État malgache devance son homologue kenyan Uhuru Kenyatta, très loin devant les deux rivaux de la dernière course à la Maison-Blanche en 2016, Hillary Clinton et Donald Trump. L'étude plaide donc pour une limitation des dépenses de campagne à Madagascar. Largement passée inaperçue à sa sortie en 2016, elle agite depuis quelques semaines les réseaux sociaux sur l'île malgache en tête du classement des pays les plus pauvres du monde. Notons que l'élection présidentielle de Madagascar se déroulera le 7 novembre et le 19 décembre. Le président sortant y sera opposé à ses deux prédécesseurs, Marc Ravalomanana, PDG d'un riche groupe agroalimentaire, et Andry Rajoelina. Le chanteur et député ougandais Robert Kyagulanyi, plus connu sous le nom de Bobi Wine, a évoqué lundi les violences dont il aura été victime dans son pays au moment de sa récente incarcération. C'est la première fois, il faut le préciser, qu'il s'exprime sur le sujet depuis sa sortie de prison. Les images. À son compte Facebook que Bobi Wine a soutenu et dénoncé les sévices dont il a été victime lors de son séjour en prison. Le chanteur ougandais a déclaré avoir été violemment battu. Et c'est depuis les États-Unis où il se fait présentement soigner les blessures qu'il dit avoir subies qu'il a publié l'information. Robert Kyagulanyi avait été inculpé de trahison au même titre que 32 co-accusés à la suite d'un accident à Arua le 14 août, au cours duquel des pierres avaient été jetées sur le convoi du président ougandais Yoweri Museveni, venu soutenir le candidat de son camp à une élection partielle. Libéré sous caution début septembre, il avait été de nouveau interpellé jeudi soir à l'aéroport international d'Entebbe alors qu'il tentait de se rendre aux États-Unis pour y recevoir des soins après avoir été, selon ses avocats, battu et torturé en détention provisoire. Le chanteur avait été placé en détention dans un hôpital du gouvernement à Kampala, l'hôpital Kirudu, mais la police l'a finalement libéré et laissé quitter le pays. Lors de ses récentes comparutions, le député ougandais semblait affaibli, utilisant parfois des béquilles pour se déplacer. Bobi Wine s'est imposé comme un porte-parole de la jeunesse ougandaise et un détracteur virulent du président Museveni au pouvoir depuis 1986, depuis son élection à l'Assemblée nationale en 2017. Je l'annonçais en titre, l'Afrique du Sud a annoncé ce mardi un recul de son produit intérieur brut pour le second trimestre consécutif. Cette baisse qui place techniquement le pays en situation de récession pour la deuxième fois en 2 ans vient une fois encore illustrer sa récurrente fragilité. Plus de précision à travers cet élément.
Selon l'Office sud-africain de la statistique, le produit intérieur brut du pays a baissé de 0,7% au deuxième trimestre de l'année 2018, après avoir déjà dégringolé de 2,6% lors du premier. Selon l'Office, cette baisse de 0,7% a pour origine un recul de l'activité dans les secteurs de l'agriculture, du transport, du commerce et des industries manufacturières et publiques. Pendant ce temps, les mines, les finances, l'immobilier et les services ont été les principaux contributeurs de richesse. L'Afrique du Sud avait déjà connu un épisode de 6 mois de récession technique entre fin 2016 et début 2017 et se débat depuis des années avec une croissance molle et un taux de chômage record à 27,7%. Le pays qui a enregistré une croissance de 1,3% en 2017 table sur un chiffre de 1,8% pour 2018. Le président Cyril Ramaphosa, qui a succédé en février à Jacob Zuma, a promis de relancer l'économie, notamment en dopant les investissements étrangers et d'éradiquer la corruption qui gangrène le pays. Il tente également d'éviter une nouvelle dégradation de la note financière de son pays par les agences de notation qu'il avait précipitées en 2017 dans les catégories spéculatives. On revient en République démocratique du Congo où la rentrée des classes a été effective cette semaine. Mais à Mangina, épicentre de la dernière épidémie d'Ebola dans l'est du pays, cette rentrée scolaire a été marquée par l'absence des élèves dans les salles de classe. Reportage. Cette rentrée de classe, les écoles de Mangina sont désertes. Aucun élève n'a répondu à l'appel. À l'origine de cette situation, la réticence des parents d'élèves qui craignent une contamination du virus Ebola dans cette région reconnue comme l'épicentre de la dernière épidémie dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce que nous souhaitons, il fallait que d'abord les enfants reçoivent le vaccin avant d'être là. Si les parents soulèvent leur inquiétude du côté des enseignants, on assure que les dispositions sont prises pour éviter tout risque de contamination au sein des écoles. Les enfants ne sont pas là aujourd'hui. Les parents nous ont dit qu'ils ont peur d'Ebola. Ils ont peur d'Ebola. Et ils pensent que l'école peut être un bon milieu pour se contaminer. Ils ne savent pas que les enseignants ont été sensibilisés largement pour que les enfants puissent jouer pour ne pas se contaminer. Le virus Ebola a déjà fait au moins 77 morts en RD Congo. Des humanitaires ont annoncé jeudi le début de la distribution de vivres aux personnes touchées par la maladie. Le ministère de la Santé congolais a déclaré que 115 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans l'est de la RD Congo. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.